souviens un jour où j'étais dans le sud marocain, j'ai demandé aux gens comment ils élevaient leurs enfants. Je posais des questions très bêtes et très simples, moi, toujours. Vous élevez vos enfants comment? Et le type, il dit, ici, on a un principe, hein. El trik ant al beb ou le bebek. En arabe, le chemin du père ou du grand-père. Merci, je note. Un autre jour, j'étais en Chine, et je pose la même question. Et vous élevez vos enfants comment? J'ai pas besoin d'avoir des questions plus compliquées, hein. Et le Chinois me dit, oh, ici, on n'apprend surtout pas à nos enfants à prendre des initiatives, c'est très mal poli. Merci. Je note les réponses telles qu'elles me sont données. J'essaye surtout pas de les objectiver. Surtout pas. Et donc, ça vous donne une logique dont on a pu croire un moment qu'elle était très conservatrice. Les gens en précarité n'auraient pas envie de changer. Je l'ai bien sûr longtemps cru. Jusqu'à un jour que j'ai gardé en mémoire, où j'étais quelque part assis en tailleur dans une tente de nomade, en train de raconter mes histoires. Et puis, l'un d'entre eux s'arrête et il me dit, Claire, tu sais, on entend bien. Et nous, on aimerait bien faire mieux, hein, comme tu es en train de dire. À l'époque, j'étais agronome. On aimerait bien faire mieux, mais à condition de continuer à faire pareil. Donc, dans un premier temps, je me suis demandé ce qu'ils essayaient de me faire boire. Ils fument quoi, les gens ici, la moquette ou quoi? On aimerait bien faire mieux à condition de continuer à faire pareil. En fait, c'est une des phrases clés qui m'a mis sur la piste d'un grand nombre de travaux. On aimerait bien faire mieux veut dire que les gens qui sont en contexte précaire n'aiment pas ça. Mais ils n'ont pas le choix. Et ne pas confondre, ne pas avoir le choix et se complaire dans une situation. Donc les gens en précarité n'aiment pas ça, ils aimeraient bien en sortir. Mais à condition de continuer à faire pareil, ça veut dire quoi? On aimerait bien sortir de cette situation à condition de respecter les pratiques de ceux qui ont survécu pour une raison très simple. Tous les gens qui ont fait différemment, ils sont tous morts. Ça nous fait dire qu'en réalité, cette logique n'est pas une logique conservatrice, mais c'est une logique conservatoire. Et nous avons l'énorme chance de pouvoir le dire en français. Il y a peu de langues qui ont cette nuance-là. La logique conservatrice, c'est « je ne veux pas changer ». La logique conservatoire, c'est que je veux bien changer, mais s'il te plaît, sans prendre de risques. C'est une notion extrêmement forte. D'ailleurs, on peut très bien le comprendre. Comment raisonne quelqu'un qui est en précarité? On peut prendre les choses de façon très très simple. Imaginez, par exemple, madame ici présente est en train d'escalader une falaise accrochée à une corde. Vous ne sentez pas très très bien, vous êtes accroché à votre fistoche, et quelqu'un, sûrement animé de plein d'intentions, vous braille du bas de la falaise. Mais enfin, c'est quand même complètement idiot de faire comme ça. Il y a un escalier à gauche, une suggestion d'amélioration. Et la personne continue en disant « Mais lâchez donc cette corde, puis attrapez l'escalier ». C'est le changement brutal dans une entreprise, c'est en gros dit comme ça. Hein, lâchez la corde et attrapez l'escalier. Si je vous dis lâchez la corde, puis attrapez l'escalier, qui est à 10 mètres à gauche, vous faites quoi? Vous obéissez? Difficile, hein? Donc évidemment, vous n'allez pas tellement obéir. Parce que vous avez l'impression justifiée que si vous commencez par lâcher la corde avant d'attraper l'escalier, vous risquez de ressembler assez rapidement à une sorte de flanc en bas de la falaise, donc vous allez éviter. Bien évidemment. Et alors celui qui vous a donné le conseil se tourne vers son voisin en disant nos collaborateurs, là, notre équipe là-bas, ça fait des années que je travaille avec eux, il n'y a pas moyen. On essaye sans arrêt de les faire changer, hein, les nouveaux modes de management, il n'y a pas moyen, ils ont une couche. Hein. Et donc on a une image négative de celui qui n'accepte pas le changement, en ne comprenant pas qu'il est quelque part accroché à une corde et que s'il lâche la corde avant d'attraper l'escalier, il va dégringoler. Si par contre on lui dit « tenez bien la corde », vous ne le voyez pas de là où vous êtes, mais en fait il y a un escalier 10 mètres à gauche, alors essayez de vous balancer vers la gauche. Là, il est probable que si on vous donne cette suggestion, vous avez quelque chance d'essayer. Et comme vous essayez, le type vous a donné le conseil, se tourne vers son voisin en disant « Oh, tu sais, les partenaires là-bas, à tel ou tel endroit du monde, oh, qu'est-ce qu'ils sont bien, on donne la moindre idée, ils essayent. » Et donc, introduire un changement dans un contexte que les gens considèrent comme précaire peut se faire en tenant compte de ça. C'est-à-dire que le changement doit être une addition de pratiques et pas une substitution. Vous ne pouvez obtenir un changement de pratique dans un contexte jugé précaire, je dis jugé précaire, c'est-à-dire que c'est une perception, qu'en l'introduisant par addition et pas par substitution. Ce qui est pour moi une des clés du changement dans un contexte considéré comme précaire. Or, aujourd'hui, la précarité commence à envahir à peu près toutes les sphères. Il ne faut surtout pas croire que le relationnel et le fonctionnel ne cohabitent pas. En fait, bien sûr qu'ils cohabitent. Mais dans un système que moi j'appelle à somme constante.
C'est-à-dire que plus vous allez vers la précarité, plus la fonctionnalité diminue, plus le rationnel augmente. Plus vous allez vers la sécurité, plus le fonctionnel augmente, plus le relationnel diminue. Avec 7 milliards de cas. Chacun d'entre nous dans cette salle tente de faire comme il peut un compromis entre les deux. Quelle place à ma famille, quelle place à mon boulot. Voilà. Et en gros, je ne sais pas combien on est, 80 personnes, ça veut dire qu'il y a 80 compromis différents sur le sujet. Hein. On essaye tous de trouver l'espèce de compromis comme on peut. Mais fondamentalement, ça fabrique quoi? Un jour, j'ai bien vu ça, j'étais encore une fois dans une zone de grande précarité, dans une ville qui aujourd'hui fait 6 millions d'habitants, et je me balade dans la rue, selon la modalité locale, c'est-à-dire sur le mode relationnel. Donc je dis bonjour à tout le monde. Je fais un salut amical à tout le monde, y compris au flic qui fait semblant de faire la circulation au carrefour. Le gardien d'immeuble, le gamin qui joue au foot, je dis bonjour à tout le monde. Et je me débrouille dans la langue locale avec 3 mots s'il faut pour établir une relation même fugace avec tout le monde. Pas de regard qui glisse sur la personne que l'on croise en feignant de ne pas l'avoir vue. Ça n'existe pas, ça. Alors une fois que je marche pendant plusieurs heures, et puis j'entends un coup de klaxon et je vois un copain garé le long du trottoir dans sa voiture, je vais le voir en disant « Mais dis donc, tu peux m'expliquer comment tu m'as trouvé parce que ça fait des heures que je me balade le nez au vent dans cette ville sans savoir où je vais, et puis tu viens me rencontrer comme ça, tu m'as trouvé comment ?» Il dit « Mais c'est très simple, je suis passé à ton hôtel, on m'a dit que tu étais parti vers 9h du matin par la rue de la Renjinga et que tu montais sur Kinachiche, alors j'ai demandé à 2 types en venant, on m'a dit que tu étais là. » 6 millions d'habitants. Alors évidemment, quand c'est fini tout ça, je passe la nuit dans l'avion, et donc je passe directement de l'avion dans le RER. Après une nuit plus ou moins confortable, évidemment, je m'assois dans le RER, en me tournant vers la dame qui est déjà là, et sur la lancée de la vie, je dis « Bonjour madame, taisez-vous. Non, je voulais juste vous dire bonjour. On ne dit pas bonjour aux gens qu'on ne connaît pas. Je dis, on fait connaissance comment ?» Mais la dame se lève, elle s'est partie, et je suis sûr qu'elle est rentrée chez elle en disant « Je me suis fait... » Ben oui, un inconnu lui a dit bonjour. On ne se dit pas bonjour dans le métro parisien. Sauf. C'est-à-dire jour de grève ou panne. Quand la fonction disparaît, la relation prend la place. On n'est pas devenu noir ou musulman. On est simplement confronté à une incertitude et la disparition de la fonction fait naître la relation. Oui. Nous sommes tous les mêmes, sauf qu'il y en a qui vivent dans des endroits où les métros sont rarement en panne et d'autres qui vivent dans des endroits où les métros sont toujours en panne. C'est ça la grande différence. Mais fondamentalement, les hommes sont tous les mêmes. Il n'y a que le contexte qui fabrique la différence. Quand vous êtes dans un schéma de type précaire, tu feras comme ton père, tu feras comme ton père, tu feras comme ton père. Alors demain sera comment par rapport à hier? Pareil. En hindi, vous dites comment hier et vous dites comment demain. Kol, c'est le même mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'autre jour. Et là, une fois de plus, je me suis dit, c'est vrai. Si j'utilise toujours l'anglais, je zappe tout ça. Je ne vais pas arriver à comprendre qu'il y a une perception du monde qui ne correspond pas à la structure de la langue anglaise. Et donc ça veut dire l'autre jour, c'est ce que j'appelle moi le temps que j'appelle cyclique et non maîtrisable. Hop, ici. Cette idée selon laquelle le temps ne dépend pas de moi. C'est très bien décrit par les Chinois. Quand on les interroge sur ce sujet-là, ils ont toujours cette même réplique, le soleil se lève-t-il à l'ouest? Magnifique comme expression. C'est-à-dire que le temps, c'est quoi? C'est le soleil qui se lève à l'est, à midi, il est au zénith, le soir, il se couche à l'ouest, et vous dit le Chinois, moi, j'y peux rien. Donc, temps cyclique et non maîtrisable, ça peut se regarder de plein de façons. Vous avez les langues qui n'ont pas de conjugaison. C'est un indicateur intéressant. Vous savez qu'il y a plein de langues asiatiques, notamment, qui n'ont pas de conjugaison. Vous avez des langues qui ont peu de conjugaison. L'arabe a 2 temps, l'accompli et l'inaccompli. Tout ça, c'est le temps cyclique. J'aime beaucoup une langue, j'en ai parlé tout à l'heure, le Munukutuba, qui est partie à Pointe-Noire, qui a un futur. C'est une des langues bantoues qui a un futur. Mais la façon dont on marque le futur est absolument passionnant. On prend le présent.
et on rajoute une petite intonation. Au présent, ça donne Muke Kwenda Nazandu, ça veut dire je vais au marché. Ça, c'est juste pour faire croire que je parle, machin. C'est pas vrai du tout, mais c'est juste pour faire croire. Et donc, Muke Kwenda Nazandu, je vais au marché. Mais si vous dites Muke Kwenda Nazandu, ça veut dire je vais au marché, comme d'habitude. C'est ce que les gens appellent le futur. Et donc, la façon dont les gens construisent leur inscription dans le temps se trouve évidemment dans la langue locale. Donc, il faut aller fouiller. Il faut avoir quelques indicateurs sur le sujet. Quand je bascule dans le monde de la sécurité, tu feras mieux que, alors demain sera comment par rapport à hier? Évidemment mieux. C'est le temps linéaire et maîtrisable. Et donc nous avons conçu le temps linéaire avec un début, avec une fin, avec quelque chose qui ne revient jamais. Et maîtrisable, on a poussé très loin parce que quand les Chinois nous disent « le soleil se lève-t-il à l'ouest », les gens qui sont à droite du tableau disent « d'abord le soleil, il se lève quand on décide ». Et donc nous avons décidé que la durée du jour était selon nos besoins de 23, de 24 ou de 25 heures. C'est nous qu'on décide. C'est tout à fait extraordinaire. Hein. La maîtrise du temps va très très loin. On en arrive comme ça à décider le présent, le futur, le passé, en croyant que c'est normal. Donc on a des mécanismes comme ça qui sont évidemment très drôles, qui nous permettent de nous inscrire dans le temps linéaire, bien sûr, et surtout de croire que le monde entier fonctionne comme ça. Ce qui n'est évidemment pas du vrai du tout. Du tout, du tout. Dès que vous êtes dans un schéma un peu plus précaire, ben vous cessez de vous projeter dans l'avenir. Mais ce n'est pas parce que je suis chinois que j'ai un passeport je ne sais pas quoi. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai une autre religion. C'est simplement que je vis dans un monde incertain. N'importe lequel d'entre vous, si son conjoint est en train de se tirer et qu'il n'est pas sûr d'arriver à continuer à payer les traites de la maison, en plus qu'il a un enfant malade, si je vous dis, vous avez quoi comme projet cet été? Il va vous dire, écoute, cet été, j'ai rien à secouer. Moi, j'ai d'autres choses bien plus urgentes. Oui, vous êtes devenu précaire. Et vous cessez de vous projeter dans l'avenir. N'importe qui. Ça n'a aucun rapport avec le passeport. Si vous êtes dans un contexte où le sentiment d'incertitude augmente, vous inscrivez dans le temps cyclique et non maîtrisable. Si vous êtes dans un contexte de sécurité, vous inscrivez dans le temps linéaire, avec 7 milliards de cas, des continuums, bien sûr. Alors ce qu'il y a d'amusant, c'est que nous passons notre temps à démolir notre propre conception temporelle. Moi, j'ai longtemps vécu dans un endroit qui était très à gauche du tableau, mais personnellement, je m'étais inscrit évidemment à droite du tableau. Et j'exerçais mon métier d'agronome pour apprendre aux gens à mieux gérer leurs ressources afin que tout aille mieux. Mieux gérer leurs ressources, ça veut dire qu'il ne faut pas perdre de temps, il faut essayer d'en gagner, et puis tout ira bien. Et je développais une activité telle qu'on m'avait surnommé nuage de poussière. Et donc les gens voyaient développer une activité, là, à droite, à gauche, au nord, au sud, machin, d'enfer, hein, l'activité, nuage de poussière. Et donc je disais quoi en substance aux gens? Je dis, essayez de mieux gérer vos ressources et tout ira mieux. Essayez de ne pas perdre de temps, essayez d'en gagner, ça ira mieux. Et donc quand j'étais là en train d'essayer de ne pas perdre de temps, essayer d'en gagner, tout ira mieux, je leur ai dit ça pendant des années, et régulièrement les types qui me regardaient assis au bord de la piste, hein, ils me regardaient passer comme ça dans un nuage de poussière, de temps en temps ils me disaient « Stop, Claire, arrête-toi !» Arrête-toi, il faut qu'on discute un peu. Et je répondais, j'ai pas le temps. Donc les gens se sont mis à raisonner de façon très simple. Ils m'ont dit, bon, voyons, soit on fait comme il dit. On passe sa vie à essayer de gagner du temps et ne pas en perdre, mais au total, on n'en a pas. C'est une option. L'autre option consiste à se foutre éperdument de savoir si on gagne du temps ou si on en perd, mais au total, on en a. Ce qu'il résume bien sûr de façon absolument cinglante, hein. Les choses sont très simples, vous avez la montre et nous avons le temps. Et donc ce sont des mécaniques qui se développent partout. C'est adossé à des contextes, pas à des lieux. Et quand les contextes changent, en Chine, ils sont en train de changer, des pans entiers de population chinoise sont en train de passer à droite du tableau. Et quand je suis bien sûr chez des cadres chinois qui habitent Shanghai, ils sont à droite du tableau, ils sont à leur rendez-vous. Tout va très bien, ils sont toujours chinois. Hein. Toujours shintoïstes, toujours machin, toujours sous l'influence de la pensée confucéenne, mais à droite du tableau. La couleur de passeport n'a pas changé, la couleur de peau n'a pas changé, la religion n'a pas changé, mais le comportement a changé.